Bonjour à toutes et à tous, nous voilà donc partis pour une vidéo un peu spéciale. Cette fois-ci, donc, c'est pas vraiment sur une console en particulier, mais sur un format de disque, à savoir donc du coup le format XGD, qui était donc du coup sur la Xbox 360, la Xbox One et la Xbox Series, même si le côté Xbox One et Xbox Series, j'en parle un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Alors, pourquoi parler d'un format de disque en particulier? Bah, en fait, parce que Microsoft a vraiment mis beaucoup d'éléments sur, ce format de disque. Contrairement à Sega avec le GD-ROM, contrairement à, Sony avec le format de disque PlayStation, qui en fait était juste une amélioration du disque, donc d'un côté du CD-ROM et de l'autre côté du DVD-ROM. Là, Microsoft a vraiment mis des, éléments particuliers dans son disque, sans pour autant aller jusqu'à faire un format de disque totalement propriétaire comme l'a fait Sega avec la Dreamcast. Et Microsoft savait que des petits malins allaient vouloir utiliser les disques Xbox sur un PC pour pouvoir récupérer les données, comme ce qu'a fait par exemple des hackers avec le format GD-ROM et le 1000 CD, qu'on a parlé évidemment dans une autre vidéo. Ils ont donc inclus en fait des sécurités et aussi bien donc du coup au niveau physique, donc au niveau sur le disque, que au niveau des données. Et c'est aussi parce que ce format IGD, et on va dire le média DVD de manière générale, a été en fait le hack le plus abordable sur Xbox 360 si vous voyez de quoi je veux parler. Évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à partager la vidéo, c'est très important. Sans transition, c'est donc parti pour le Xbox Game Disc. Générique. Commençons notre histoire en 2001, 4 jours avant le lancement de la Xbox première du nom. Une copie du jeu Halo circulait déjà sur les serveurs FTP, prêt à être téléchargé. Déjà à cette époque, il n'était pas rare de voir des jeux piratés sur ce qu'étaient les prémices d'Internet. Vous vous souvenez d'Imul? Ces jeux étaient souvent craqués et partagés sur les serveurs FTP, ou bien via l'utilisation de torrents par des équipes de hackers. Et à peine un an après la sortie de la Xbox, le groupe de hackers du nom de Project X uploadera pas moins de 60 jeux sur internet. Pire, lors de la Xbox 360, un firmware modifié pour le lecteur de DVD permettait de lire des jeux gravés sur sa Xbox 360. Il était pourtant impossible de lire les disques Xbox ou Xbox 360 sur un PC. En effet, si vous insériez un disque Xbox ou Xbox 360 dans un lecteur de PC ou bien dans un lecteur de DVD, une vidéo s'affiche alors. Cette vidéo indique que ce disque doit être lu sur une console, soit une console Xbox ou une console Xbox 360. Que s'est-il alors passé? Commençons tout d'abord par parler de la première version du XGD, utilisée sur la Xbox première du nom. Reprenant la base d'un DVD classique avec environ 9 Go d'espace disponible, Microsoft a embarqué quelques petites choses pour éviter que ce disque ne soit lisible sur un PC. Au niveau extérieur, quelques informations sont imprimées sur le disque pour l'authentifier. Tout d'abord le plus visible, l'hologramme Xbox permettant à l'utilisateur de savoir que c'est un disque original et non une copie. Au sein de cet hologramme se trouve également ce qu'on appelle un ASP code. Ce code est une sécurité supplémentaire et est généré à partir de la date de fabrication du disque. Enfin, un code barre authentifiant le disque lors du mastering est situé sur le bord extérieur du disque. Pour ce qui est des données gravées sur le disque, une protection assez simple avait été mise en place par Microsoft. N'oublions pas que Microsoft produit encore à ce jour le système d'exploitation le plus utilisé dans le monde PC. Ils savaient donc comment Windows et les pilotes de lecteurs de disques lisaient les DVD. Ils ont donc trouvé une méthode très simple à mettre en place. Sur les disques Xbox, Microsoft a créé deux partitions. Une première partition qui contient la vidéo de présentation au cas où le disque n'est pas dans une console Xbox, et une autre partition cachée et normalement inaccessible par un PC contenant les données du jeu. Vous vous demandez sans doute comment peut-on cacher une partition? En réalité, c'est assez simple. Le lecteur de DVD sur PC utilise un adressage par bloc ou LBA pour spécifier l'emplacement des données sur le disque. Ceci permet au système d'exploitation de reconnaître où se trouve tel ou tel bloc de données. Sur un disque Xbox, la partition vidéo se trouve à l'adresse LBA X000000
jusqu'à l'adresse LBA X030600. Puis la partition contenant le jeu commence à l'adresse LBA X030600 jusqu'à la fin du disque. Sauf qu'il y a une autre chose en plus qui permet à un système d'exploitation de savoir où se trouvent les données, c'est la table de contenu. Située au début de chaque disque, c'est elle qui spécifie où commencent les partitions sur le disque ainsi que leur taille. Sur un disque Xbox, elle ne contient que les informations de la partition vidéo. En d'autres termes, le lecteur ne sait pas qu'il y a une partition après l'adresse LBA X030600. Sur une Xbox cependant, Microsoft a modifié le firmware du lecteur de DVD pour ne pas utiliser les LBA. La Xbox compte les blocs de données par nombre de secteurs physiques sur le disque ou PSN. Ce nombre de secteurs commence de X000000 jusqu'à X230800 pour la Xbox et jusqu'à X3F8000 pour la Xbox 360. Quand un disque est inséré et qu'un jeu est détecté, la console démarre sa lecture du disque non pas à l'X 000000, mais d'un offset décidé par Microsoft. Ainsi, la Xbox peut lire le contenu de la partition de jeu en bypassant la partition vidéo, et donc en générer sa propre table de contenu. Ce principe de fonctionnement sera à la base du format XGD1 sur Xbox, et XGD2 ou XGD3 sur Xbox 360. Mais donc comment les pirates ont pu récupérer le contenu des disques depuis un PC? Simplement en faisant la même chose que Microsoft. N'oublions pas que la Xbox originale utilise énormément d'éléments trouvables sur un PC, le lecteur de disque en fait partie. Donc avec un certain lecteur de DVD comme le Hitachi GD5000, qu'on pouvait trouver de base sur beaucoup d'ordinateurs à l'époque, petite anecdote, je l'avais sur mon ordinateur un Continental Edison, pas celui-ci malheureusement. Et avec un firmware modifié, on pouvait donc du coup grâce à un programme, dire au lecteur de changer d'offset et de lire directement les données. La méthode était simple, le programme patchait à la volée le firmware du lecteur de DVD via une commande de debug laissée active par Hitachi. Puis, il appliquait l'offset utilisé par Microsoft directement sur le LBA pour atteindre la partition contenant les données du jeu. À partir de là, le programme effectuait une copie secteur par secteur du contenu de la partition du jeu. Et étant donné que Microsoft a utilisé le même format pour la Xbox 360, cette méthode fonctionnait également pour copier les jeux de cette console. Mais pour cette nouvelle console, Microsoft a été un peu plus prudent. En effet, vous vous souvenez sans doute si vous avez eu une Xbox 360 et que vous vous intéressiez à la scène underground, des fameux custom firmware pour les lecteurs de Xbox 360. Pour faire simple, ces firmware modifiaient les paramètres du lecteur pour accepter n'importe quel disque. Microsoft a donc mis en place plusieurs checks supplémentaires pour vérifier l'authenticité du disque. Ces checks sont mis en place au sein de 3 fichiers différents. Un premier fichier nommé DMI pour Disk Manufacturing Information, contenant les informations sur la fabrication du disque, quelle usine l'a fabriqué et contenant le Title ID. Un autre fichier nommé PFI pour Physical Format Information, contenant la structure du disque avec le type de disque, DVD-ROM ou autre, la taille du disque, le nombre de couches et les informations liées au nombre de secteurs sur le disque. Et enfin, un fichier nommé SS pour Security Sector, contenant des informations relatives à la sécurité, comme l'endroit précis où commence le PSN, ainsi qu'un check demandant un challenge response de la console. Malgré cette protection, Microsoft n'a pas réussi à protéger entièrement sa console de la lecture de copies piratées. La seule chose possible était de bannir les utilisateurs de consoles utilisant des lecteurs de DVD piratés, en détectant par exemple si la copie du jeu était légitime lors des parties en ligne. Pour certains jeux, Microsoft vérifiait une clé générée avec l'identifiant du jeu. En théorie, cette clé doit être unique pour chaque console, car le jeu doit avoir un unique identifiant par disque. Si Microsoft détectait alors que plusieurs personnes partageaient le même identifiant, ou bien si l'identifiant faisait partie d'une liste noire, alors la console était signalée et donc bannie du Xbox Live. C'est un peu la même méthode que pour les jeux avec clé CD, et que vous tentez tous les deux de jouer en multijoueur. Et malheureusement pour Microsoft, c'était impossible de mettre à jour le firmware du DVD, enfin pas tout de suite. En 2010, Microsoft a développé une nouvelle mesure anti-piratage nommée l'AP 2.5. Cette nouvelle protection est arrivée avec la mise à jour du dashboard Kinect de la Xbox 360 et permet à Microsoft de marquer la console même si elle n'est pas connectée au Xbox Live.
Le firmware de la console demandait au lecteur de vérifier la présence d'une couche de sécurité, un élément physique présent sur le disque. Rappelez-vous, comme pour la PlayStation avec les sub-channels, cette couche de sécurité ne peut pas être reproduite avec un graveur de DVD. Donc si cette copie est détectée comme une copie illégale, la console sera directement bannie lors de la prochaine connexion au Xbox Live. Et petite cerise sur le gâteau, cette mise à jour force le lecteur de DVD de la Xbox à mettre à jour son firmware, et donc d'effacer tout hack mis en place au préalable, obligeant le hacker à réinstaller le firmware hack. Ce petit jeu du chat et de la souris continuera entre, d'un côté, Commodore Forever et Microsoft de l'autre. Alors que pendant ce temps, dans l'ombre, une faille de l'hyperviseur commençait à être découverte. Parlons maintenant rapidement de la Xbox One et de la Xbox Series X, la Series S n'ayant pas de lecteur optique. Le format du disque, appelé XGD4, utilise les mêmes fonctions de sécurité que le XGD3, mais sous format Blu-ray cette fois-ci. Mais très peu de hacks se sont produits sur la scène Xbox One et Series, pour plusieurs raisons. Comme Sony à l'époque de la PS3 avec OtherOS, Microsoft a offert dès la Xbox One un mode développeur accessible à tous. Ce mode de développement permet d'installer des applications non signées sur Xbox One et Xbox Series, ce qui a réduit considérablement le nombre de hackers qui étaient prêts à attaquer la console. Car en effet, dans le monde du hack, seule une petite fraction veut attaquer les consoles pour le piratage de jeux uniquement. Une autre proportion, plus grande, existe avec comme objectif d'installer des applications non signées, voire Linux. De plus, dû à la mauvaise presse de la Xbox One, l'attention s'est plus tournée vers sa concurrente, la PS4. Enfin, un autre élément qui a détourné l'attention des hackers, c'est l'avènement du Game Pass, d'un côté, qui a réduit l'envie d'utiliser des jeux piratés. Et de l'autre, le cross-platform PC, qui a réduit l'envie des hackers de pirater la version Xbox One du jeu, au profit de la version PC beaucoup plus simple. Et voilà, c'était une petite vidéo un peu spéciale, cette fois-ci donc comme je disais, pas sur une console de jeu mais sur un format de disque. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ma part, on se revoit donc du coup prochainement, là je vais prendre une petite pause jusqu'à on va dire mi-août, début septembre. Donc du coup on se retrouvera en septembre pour des consoles portables, notamment la Nintendo DS, la PSP, la 3DS sans doute aussi. On essaiera de se faire ça au cours du coup des 3-4 derniers mois de l'année et voir du coup si on peut se faire également les bornes d'arcade, notamment CPS1 et CPS2 où il y a beaucoup de choses à dire également. Passez donc du coup une agréable journée, de bonnes vacances si on ne se revoit pas d'ici là et moi je vous dis à bientôt. Ciao.